Je retrouve beaucoup de personnes que je connais et ça me fait plaisir parce que d'un côté ça me rajeunit et de l'autre côté j'ai réussi à toutes les reconnaître mais elles ne m'ont pas reconnu. Probablement j'ai dû beaucoup changer. Je tiens à remercier mon ami Didier Félida qui a été le premier à me parler de l'IVF et je suis content de participer à ce forum. Et je tiens aussi à remercier l'ensemble des organisateurs, l'association des étudiants vétérinaires qui fait un travail remarquable. L'organisation est parfaite. Le temps n'est pas un paramètre important, à mon sens, pour l'organisation, puisque ça se passe très très bien. Voilà, et donc je suis là pour parler non pas d'une success story, mais tout simplement d'une histoire, d'un parcours, et quels enseignements effectivement, on peut en avoir par la suite. J'ai été sur les bancs de l'école vétérinaire pendant 5 années et c'était pour moi en tout cas de très bons souvenirs. Et merci. Voilà. Parfait. Ce que j'en garde, en fait, c'est une formation qui est complète avec de grandes possibilités par la suite pour les perspectives professionnelles. Enfin, ce qui est bien, c'est que la diversité des matières pendant les écoles vétérinaires ne permet pas uniquement dans l'univers professionnel, mais aussi dans la vie tout court. Et moi, je tiens à dire qu'il y a un espace qui... je fais appel un petit peu à ma formation très régulièrement. Certains matins où je dois recoudre une chaussette, eh ben, les souvenirs de chirurgie sont là pour faire un bon nœud de chirurgien et que ça tienne au moins pour la journée. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années de cela, ma femme ayant accouché, elle faisait effectivement une éclampsie. Le médecin ne l'a pas vu, j'ai donné du magnésium et ça a marché. Donc effectivement, dans tous les jours, certains souvenirs reviennent, et même si on n'a pas assisté parfois à des cours, ça revient. Il y a aussi, dans mon métier, où je fais souvent appel, effectivement, je suis dans l'industrie, je dis alimentation aussi. Alors, je vais faire un tout petit rappel. Je me souviens que les besoins énergétiques de la vache, c'était P puissance 0,75. Et effectivement, souvent dans nos relations d'affaires et tout ça, on doit partager des marges, revenir sur... Et souvent, on parle de, par exemple pour les royalties, on parle souvent d'un pourcentage. En fait, voilà, on remet un pourcentage par rapport aux ventes. J'ai toujours trouvé cette formule de pourcentage par rapport aux ventes un peu unique. Pourquoi on donne 10% alors que le montant peut être de 10, 100, 1000 ou 10 000? Et bien, si vous prenez la formule du besoin énergétique de la vache, eh bien, vous pouvez remettre un montant de royalty qui n'est pas en fait proportionnel, mais qui va baisser en fonction du lien entre les besoins, un vieux cours d'alimentation et ce que je fais un peu tous les jours. Alors, pour mon parcours un petit peu, en allant assez vite, pourquoi on est vétérinaire? Au début, c'est l'amour des animaux, c'est effectivement un côté un peu de rêve, voilà. Et c'est vrai que juste les deux précédents speeches, pour Marie Petretto et pour Éric Bureau, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça reprend cette part de rêve. C'est cette part effectivement où on est en contact directement avec les animaux, où on peut effectivement assouvir ce besoin, cette passion. Mais c'est souvent pas le cas. En fait, la plupart des carrières, on est dans la réalité. La réalité, c'est quand on est praticien, eh ben, entre soi et l'animal, il y a un éleveur ou il y a un propriétaire d'un animal de compagnie. La relation n'est pas souvent directe. Et effectivement, il y a un biais. Pour ma part, j'ai toujours préféré la médecine rurale à la médecine canine. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ma thèse dans
dans le sud tunisien, en étudiant des paramètres zootechniques de l'élevage des dromadaires. Alors, je vais aussi faire une petite part. Vous verrez, ma présentation, c'est beaucoup de parenthèses, mais c'est des parenthèses qui en disent long pour un petit peu savoir un petit peu comment j'ai évolué. En fait. Alors, j'ai passé 2 mois dans le sud tunisien à suivre des troupeaux de dromadaires. Et en fait, pourquoi? C'était pour mesurer les taux de fertilité et les taux de fécondité des élevages. Et je me suis aperçu, au bout de 3 semaines, que toutes les données que j'avais récupérées étaient inconsistantes. C'est totalement inconsistant parce que quand on mettait l'âge des femelles, le nombre de gestations, le nombre de chamelons, enfin, ça correspondait à rien. Et donc j'ai dû remettre les compteurs à zéro. Et je me suis aperçu de quelque chose, c'est que il faut toujours s'adapter à son milieu. Et j'étais dans un milieu où le temps a son importance. Et dans ce cadre-là, arriver avec un questionnaire en plein milieu du désert et poser des questions à un chamelier, en un quart d'heure, eh ben, ça se fait pas. Ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre 2 heures, 3 heures de temps pour essayer de récupérer les informations justes et s'adapter à ce qu'on souhaite faire et faire un travail qui soit en tout cas consistant. Il y a aussi quelque chose qui m'avait surpris, c'est pour s'adapter, il faut apprendre le vocabulaire local. Je parle couramment, c'est normal, l'arabe et le tunisien, mais je ne parlais pas le vocabulaire propre à l'élevage du dromadaire. Et effectivement, je me suis aperçu de quelque chose qui était très intéressant. C'est que, en fait, chaque animal, en fonction de son âge, de son état physiologique, avait un nom particulier. Prenez une femelle de 3 ans, qui s'appelle Haga. Prenez une femelle de 4 ans, si vos souvenirs sont bons, c'est une Jana. À partir de 4 ans, on la met à la reproduction. Si elle loupe la saison de reproduction, elle a un nom particulier. La gestation dure 12 mois. Normalement, une femelle est gestante 1 fois sur 2. Mais si elle est gestante 2 fois de suite, elle a un nom particulier. Donc, il y a tout un vocabulaire propre à l'élevage du dromadaire que je ne connaissais pas. Ben, j'ai pris le temps qu'il fallait pour l'apprendre. Et je me suis aussi aperçu de quelque chose d'autre, c'est que la façon de raisonner n'est pas la même. C'est-à-dire que les chameliers que j'ai rencontrés voyaient un animal et ils lui donnaient le nom qui correspondait. Alors que moi, ma démarche était différente. Je voyais l'animal, je regardais ses dents, et à partir de ses dents, je déterminais un âge, et déterminé un âge, ensuite je déterminais le nom qu'il avait. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi on n'avait pas la même façon de raisonner. Eh bien, c'est tout aussi facile que l'alphabet. Si je vous dis M, vous connaissez la lettre M, mais personne ne sait, enfin, certains certainement, que c'est probablement la 13e lettre de l'alphabet. Ben nous, enfin, on va pas compter jusqu'à 13, on dit tiens, 13 c'est M, ben c'est M, donc sa lettre est 2. Ben pour les chameliers, pour eux, leur chamelle, avec qui ils vivent à longueur de journée, chacune, c'est comme les lettres de l'alphabet, ils la reconnaissent directement. Pas la peine de passer par la case âge pour retrouver soit l'état physiologique, soit son âge particulier, et lui donner le nom. Pourquoi je raconte ça? C'est parce que ça a été la première expérience où je me suis dit, il faut s'adapter, même si c'est dans mon propre pays, à toutes les situations et prendre le temps pour faire bien les choses. Alors, suite à cela, je change un peu, j'ai fait une école de commerce à Paris, parce que ce qui m'intéressait, c'était, bon, c'est vrai que passer 2 mois dans le désert c'est bien, mais je ne voulais pas en faire ma carrière non plus. J'ai fait une école de commerce à Paris et mon idée c'était de rentrer dans l'industrie pharmaceutique, du médicament vétérinaire en fait, voilà. Et donc j'ai passé 2 ans. Suite à cela, j'ai commencé en fait ma carrière dans un laboratoire français qui s'appelle Virbac. Alors, ce qui se passe là, c'est important de dire. Enfin, le marché de la santé animale est un petit marché en fait. En gros,
la taille du marché, c'est 25 milliards de dollars, qui en fait ne représente que 2,5-3% du marché de la santé humaine. Donc, on est dans un petit marché où pratiquement les 10 premiers acteurs au niveau mondial du marché doivent représenter plus de 80% en fait, du business total. Alors c'est un petit marché, certes, mais c'est un marché d'avant-garde. Parce que bon, on m'a présenté, c'est vrai que c'est assez sexy d'être le PDG d'un laboratoire qui s'appelle Sharing Cloud. En fait, je ne le suis plus. En fait, si vous vous souvenez de la première slide, aujourd'hui, mon métier, c'est je vends de l'eau de mer. C'est tout aussi simple que ça, et je reviendrai là-dessus par la suite. Donc, j'ai passé 12 ans de ma carrière dans l'industrie de la santé animale avant de passer à la santé humaine pour 3 ans, et ensuite, j'ai créé ma propre société. Pourquoi je dis que le marché de la santé animale est un marché d'avant-garde, même s'il est petit? D'abord, on a été confronté dès le départ au générique. On sait ce que c'est qu'un générique. La plupart des laboratoires présents dans les marchés disposent de génériques. Il y a très peu de blockbusters. Je me souviens en fait, quand j'étais étudiant, le seul produit majeur c'était l'ivermectine. C'était mis au point, c'était lancé par les laboratoires Merck dans les années 80. Les premiers génériques sont apparus dans les années 93-94. Mais au-delà de ça, maintenant il y a d'autres effectivement produits majeurs, mais au-delà de ça, la plupart des laboratoires en santé animale proposent des portefeuilles de produits qui en fait dépassent la centaine de présentations. Enfin, on a un portefeuille de produits extrêmement large qui s'adresse à la fois aux animaux de rente, aux animaux de compagnie, aux porcs, aux volailles, et ainsi de suite. Ce qui n'existait pas en santé humaine. En santé humaine, jusqu'à très récemment, on s'intéressait à des produits majeurs, et c'est des produits majeurs qui dépassent les milliards de dollars, et en fait, on ne s'intéresse pas au reste. Ensuite, il y a le poids de la prévention. Chez nous, en santé animale, on sait ce que c'est que les vaccins, et c'est une part importante. La prévention est plus importante que les traitements. Et bien cette direction-là, que nous on a depuis des décennies, elle est que très récente en fait en santé humaine. Et les laboratoires aujourd'hui qui se différencient des autres en ayant des pipelines plus intéressants que les autres sont ceux qui disposent de vaccins ou sont ceux qui disposent d'une gamme générique intéressante. Donc on voit là vraiment que la santé animale est un précurseur en fait, de la santé humaine. Et aussi un point très important, c'est que la plupart des laboratoires en santé humaine ont une politique où les produits sont remboursés. Donc à partir de là, le paramètre prix n'est pas un paramètre fondamental. Jusqu'à récemment, voilà, peu importe le prix. Et on voit jusqu'à présent des prix de produits dans le domaine pharmaceutique qui dépassent le millier d'euros pour un traitement par mois, parce que c'est remboursé. Et donc cette problématique-là, elle n'est pas forcément intégrée, mais elle va être de plus en plus. Et c'est la raison pour laquelle je pense que pour vous, il y a vraiment une carte à jouer, non seulement dans le domaine de la santé animale, mais aussi dans la santé humaine. Parce qu'il y a des notions que vous avez, que nous on a effectivement, quand on a travaillé dans le marché de la santé animale, que dans la santé humaine, qui est un domaine qui est beaucoup plus vaste, on peut donner une expertise que eux n'ont pas. Je reparlerai par la suite de l'économie de la santé parce que j'ai travaillé dans les vaccins en santé humaine. Il y a un exemple à donner, mais je reviendrai là-dessus par la suite. Donc, pour faire assez rapidement, parce que je trouve que c'est un peu présomptueux de parler de soi, mais j'ai travaillé 5 ans chez Virbac, d'abord en marketing international. Qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens que le premier jour où je suis arrivé, on m'a bien expliqué, dans des propos que je ne citerai pas maintenant, qu'il faut oublier ma formation et qu'il faut, je suis passé par une école de commerce, mais qu'il faut travailler pour se débrouiller par soi-même. Et ça, je pense, c'est un point très important qui m'a beaucoup servi par la suite. Il faut compter que sur soi-même.
et ne pas avoir un petit peu, je dirais, arriver avec une auréole en disant j'ai fait ceci, j'ai fait cela. La formation, c'est bien, la formation donne un passeport pour votre premier emploi, la suite, c'est vous qui la faites. Vous, alors, je ferai un peu, ici un peu une séparation, un peu entre la vision française ou francophone et la vision anglo-saxonne. En fait, des choses, vous regardez encore, par exemple, dans certaines pages du Figaro, où il y a des promotions, aujourd'hui, quelqu'un a plus de 50 ans, on reparle de sa formation. Enfin, on s'en fiche. Enfin, on va s'intéresser plutôt à ce qu'il a fait pendant les 30 dernières années, plutôt qu'à sa formation. Et la vision anglo-saxonne est un peu différente. Une fois que la formation elle a commencé sa carrière, ce qui importe le plus, c'est son expérience professionnelle. Et vous retrouvez parfois, à des postes de haute responsabilité dans des sociétés, des gens qui ont une formation très très courte dans le monde anglo-saxon, ou alors qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'ils font aujourd'hui. Moi, j'ai rencontré des patrons de business unit et des vice-présidents dans ces sociétés anglo-saxonnes qui ont un doctorat de philosophie. Enfin, et je trouve que c'est très intéressant parce que ça donne une autre dimension un petit peu au business. Ensuite, je me suis occupé de l'Amérique latine. Alors ça, c'est un point important aussi que, à la fin de mon expérience en marketing international, je souffrais d'un problème le marketing international, c'est très bien, mais on n'est pas dans la conclusion, on est dans le concept encore. Et on peut dire, finalement, c'est bien ce que je fais, mais je n'en vois pas les résultats. Et donc, j'avais une envie d'aller plus sur le terrain et d'être plus au contact du client. Et là, j'avais la possibilité soit d'être sur l'Afrique et le Moyen-Orient ou sur l'Amérique latine. À l'époque, je n'avais jamais traversé l'Atlantique. Et ma décision a été fondée sur le fait que l'Afrique et le Moyen-Orient, j'avais 28 ou 29 ans, c'est facile. Je suis sur un terrain que je connais. Alors que je ne parlais pas espagnol, n'ayant jamais traversé l'Atlantique, je dis, allons à l'aventure. C'est encore le temps de capitaliser, et je pense que c'est un point important dans vos carrières futures. Au départ, c'est important de capitaliser, de encore apprendre. On a appris à l'école, certes, ça donne un passeport pour le premier emploi, mais ensuite, dans les 10 premières années, il faut encore capitaliser, encore apprendre. Après, ce n'est qu'après qu'on essaie de faire un cash-out. On essaie de, je dirais, on utilise son expertise pour faire autre chose. Suite à cela, en fait, j'ai travaillé pendant 3 ans sur l'Amérique latine. On m'a dit, tu as fait un très bon travail, tu vas être basé à Sao Paulo. Et là, j'avais 31 ans, je me suis dit, bon, pourquoi, qu'est-ce que je vais faire à Sao Paulo pour m'occuper encore de l'Amérique latine dans un domaine qui est petit, la santé animale? Est-ce que je ne ferais pas mieux de faire autre chose? Et j'ai pris encore un risque, c'est de dire, je vais créer ma propre société. Alors, entrepreneur désenchanté, c'est effectivement, je n'avais ni l'expérience de l'entrepreneuriat, parce qu'il n'y a pas d'expérience pour cela, ni les fonds, pas de moyens. Je racontais tout à l'heure que j'avais un studio de 25 mètres carrés qui me servait à la fois d'appartement et de bureau, et que j'avais un lit avec une corde que je cachais dans la salle de bain quand je recevais du monde. Donc j'ai un système de corde qui me permettait de mettre le lit dans la salle de bain et de bloquer la porte pour que personne n'y entre. Et j'ai fait ça pendant 3 ans, j'ai fait du conseil, et ça n'allait pas, enfin, c'était quand même difficile. Enfin, voilà. Mais ce que j'en retiens de ça, c'est qu'il ne faut jamais perdre espoir. Même si on se dit, finalement, c'est difficile. Un jour, c'est arrivé, au bout de 3 ans, j'ai eu une offre d'emploi qui est assez exceptionnelle pour rejoindre Schering-Plough, qui est un groupe pharmaceutique américain. Et là, je passais d'une situation à une autre, puisque je reprenais la direction des opérations pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Et pour la petite histoire, je devais être directeur Afrique. 2 semaines avant d'arriver, on me dit finalement, on a pensé pour toi d'être Afrique et Moyen-Orient, donc 2 filiales, beaucoup plus, ce que j'ai accepté, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a une façon d'être, il faut être très volontaire, et être toujours, surtout dans cette première période, je dirais, de la vie professionnelle,
professionnels, de continuer, de ne pas avoir peur, de dire voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, ça ne suit pas un circuit qui est bien bâti, de sortir un petit peu des sentiers battus. C'est important pour vous de bâtir votre propre expérience et de ne pas suivre un chemin qui a été déjà balisé. C'est très facile de suivre un chemin déjà balisé, mais la vraie richesse, c'est de construire et de faire son propre chemin. Dans la multinationale américaine, j'ai travaillé d'abord en fait comme directeur des opérations pour l'Afrique et le Moyen-Orient, toujours en santé animale. Visiblement, j'ai fait du bon travail, puisque 2 ans plus tard, on me propose de prendre la direction de la France, donc qui est un marché majeur. Et c'est là où je vais un petit peu parler un petit peu de la, je dirais, des travers, un petit peu, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, de la multinationale et de ce qui s'y passe. Là, je vais m'arrêter à une anecdote, en fait. J'ai été nommé en août 2001, voilà. Et donc, mon prédécesseur avait fait effectivement des prévisions énormes. Et je me souviens que mon patron était venu me voir en novembre en me disant qu'il fallait que je fasse le chiffre. Faire le chiffre, pour moi, c'était totalement malsain. Enfin, dans cette histoire, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que chaque filiale doit faire un chiffre qui conforme au plan qui était présenté. Et si on ne fait pas le chiffre, ben on n'est pas bon. Et on est toujours à la poursuite de ce chiffre-là et de ce plan. Et je me rappelle, je lui avais dit, écoute, voilà, il y a 2 solutions. Moi, j'ai pas envie de faire le chiffre parce que déjà, on a 5 mois de stock chez les grossistes. Si je vais faire le chiffre, je vais en faire 7 mois de stock chez les grossistes, donc ce qui n'a pas de sens. Donc, soit je fais ce que tu me dis, mais là, on est plombé pour 3 ans, soit tu me vires, et là, c'est toi qui es quand même un petit peu dans une situation un peu délicate parce que tu viens de me nommer et que ça va un petit peu te décrédibiliser. Bon, c'est vrai que la fin de la réunion avec lui n'était pas très agréable, mais bon, il a accepté mes paroles. Et je pense que c'est très important. Pourquoi je parle de ça? Que quand on gère un business, il faut gérer un business de façon, je dirais, la plus honnête possible et d'éviter de rentrer dans les logiques de courir derrière un chiffre ou de faire enfin du profit que pour le profit, et ainsi de suite. Ça fait bizarre ce que je dis, mais c'est ce que je pense. C'est à partir de ça que je suis arrivé en disant, dans cet honneur de vrai, c'est-à-dire ce que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai une entreprise qui a des valeurs qui sont totalement à l'opposé de l'entreprise lambda, avec, on en parlera par la suite. Pour revenir un petit peu au management, je reconnais, je ne veux pas vous, comment dire, vous démoraliser, mais c'est un peu, je dirais, mes cheveux blancs là, mes cheveux blancs sont là pour le prouver, c'est que ça m'a permis, avec l'expérience, d'avoir un œil critique. Alors, et qui oppose plusieurs visions. Alors, le principe de Peter, qu'est-ce qu'il dit? Dans les organisations, dans les sociétés, eh ben, quand quelqu'un fait correctement son travail, on va le promouvoir. Quand il est promu, il va être étage au-dessus et il va jusqu'à atteindre son niveau d'incompétence. Et quand il atteint son niveau d'incompétence, il n'est plus promu. Conséquence, l'entreprise est pleine de gens incompétents. Il est un peu bizarre. La deuxième façon de voir les choses, c'est la compétence et la communication. On a remarqué que les gens qu'on promeut, c'est les gens qui passent 50% de leur temps à travailler et 50% à communiquer sur ce qu'ils ont fait. De ceux qui travaillent et qui disent rien, eh ben on ne le promeut pas. Ils sont bien à leur place, ils font correctement leur travail. Ben, je vois aucune raison pour laquelle on va les promouvoir. Et ben, quand vous associez ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au-dessus de la pyramide, enfin, en haut de la pyramide, vous allez avoir soit des gens incompétents, soit des gens qui communiquent très bien, mais pas forcément les meilleurs qui travaillent. Si vous rajoutez à cela la remarque que j'ai faite avec l'industriel versus le banquier, acteur versus observateur, ça reprend une chose. Ayant travaillé pour un groupe
américain, enfin, il y a un groupe anglais. Enfin, je dirais que, en fait, ici, on est la culture et le culte du résultat au trimestre. Donc on est sur des résultats où il faut absolument prouver à la communauté financière qu'on est bon et que les résultats que l'on donne sont conformes à leurs prévisions. C'est extrêmement, extrêmement vicieux ce système-là. Parce que même si on fait de bons résultats, si la communauté financière a prévu que vous fassiez plus 12 et que vous en faites que plus 10 dans un marché qui fait que plus 5, ce qui n'est pas négligeable, vous êtes sanctionné et le cours de l'action baisse. Résultat, vous avez à la tête des entreprises des gens qui ne fonctionnent que sur le court terme. Et c'est vraiment un problème. On en parlait pas longtemps dans une émission qui est passée sur France 2 sur Sanofi. C'est cette vision du court terme et du retour sur investissement le plus rapide possible. Ça rejoint une autre anecdote. Quand je mets acteur versus observateur, c'est des chiffres en fait, le taux de croissance assis, le taux de croissance qu'on prévoit, qui sont de plus en plus sophistiqués où personne ne comprend plus rien. Il disait, ben, si tous ces gens-là qui sont à la source, enfin, qui nous donnent tous ces chiffres, passer leur temps à travailler réellement, peut-être que le taux de croissance sera meilleur. Ça, je trouve que cette remarque est tout à fait pertinente. Ensuite, bon, je ne tarderai pas longtemps là-dessus sur ce qui arrive dans ce que j'ai pu remarquer comme, je ne veux pas être négatif, mais dans les entreprises. Ben, j'ai travaillé dans une entreprise chez Sharing Plao, où à un moment, il y a eu une crise. Et ben, ce qui s'est passé, c'est tout le monde était immobile, on ne bougeait plus. Et je reprends un peu les paroles de mon confrère égyptien, où il avait cité en disant si on ne fait pas d'action, on ne peut pas voir ce qui se passe, donc il vaut mieux être dans l'action que dans l'inaction. Et bien ce principe-là n'est pas forcément applicable à l'entreprise, en tout cas à la multinationale, ou souvent ne pas prendre d'action est un acte qui vous permet de vous prémunir. Mais c'est aussi vrai dans les entreprises qui sont dans le succès. J'ai travaillé en santé humaine, j'ai travaillé pour GSK et j'étais le directeur de la stratégie mondiale pour les vaccins pédiatriques. C'est un chiffre d'affaires énorme, on parle de 1,3 milliard de dollars. Et ben, je peux vous dire, on est dans une structure où vous avez, en fait, les vaccins pédiatriques, c'est pas compliqué. La cohorte, en fait, le nombre de naissances par an, c'est 130 millions. Et 130 millions de naissances par an. Si vous prenez tous les acteurs qui font des vaccins, GSK, Novartis, tout le monde, on arrive à 85 millions de vaccins par an. Il y a encore 45 millions de nouveau-nés qu'on ne vaccine pas. Ben, malgré cela, dans une entreprise comme celle-là, qui en fait, il n'y a même pas de problème de part de marché, il faut simplement, je veux dire, comment je vais faire pour essayer de vacciner le nombre de personnes, de plus. Ben, même dans ces cas-là, vous êtes l'immobilisme parce que vous avez à la tête de l'entreprise des gens qui se disent on est assis sur un coffre-fort, il ne faut surtout pas faire bouger les choses. Voilà. Et je trouve que parfois il y a des travers qui sont là. Je ne veux pas être négatif, mais bon, je le suis quand même, mais bon, c'est de dire il faut en être conscient quand on est dans une entreprise pour essayer de vivre avec. Je vais faire une petite parenthèse ici, parce que c'est important aussi. Chez GSK, dans les vaccins, la raison pour laquelle j'avais rejoint, c'était parce que j'avais cette expertise en santé animale, que ça me permettait de passer en santé humaine, et que j'étais vraiment séduit par une politique qu'avait GSK, c'était le tier pricing. Le tier pricing, ça veut dire qu'on adapte le prix du vaccin à l'économie du pays. Le prix d'un vaccin n'est pas le même en fonction du pays. Et ça me paraissait logique, parce que l'intérêt d'un vaccin, c'est malgré tout, je dirais, de la prophylaxie, de la prévention, et c'est de la santé publique. Et je vous donne un exemple.
il y a un vaccin qui s'appelle Rotarix, un vaccin contre la gastro-entérite chez le bébé. Eh bien, il était vendu 3 $ au Brésil, quand il vaut 50 € en Europe. Pourquoi? C'est ce que je disais au départ en disant que j'allais retourner là-dessus. C'est l'économie de la santé. C'est-à-dire qu'au Brésil, on était dans une problématique où un bébé avec une gastro-entérite avait des risques de déshydratation, donc un pronostic qui peut être, je dirais, grave. Et donc, on est dans un intérêt pur de santé en disant qu'il faut absolument fournir le vaccin pour éviter des morts. Voilà. Et donc, c'est une vaccination universelle pour l'ensemble des bébés et qui dit, voilà, c'est à 3 $, c'est acheté par le gouvernement. Cette logique-là, en Europe, on était dans une logique de dire quel est le coût de l'absence des parents quand il y a une gastro-entérite. C'est différent. La gastro-entérite n'est pas mortelle, mais ça empêche les parents d'aller au travail. Donc il y a tout un calcul à faire pour dire quel est le coût de la gastro-entérite par rapport, je dirais, c'est un coût économique. Et donc il y a des économistes de la santé qui travaillent là-dessus, qui sont arrivés à cette valeur de 50 € le vaccin. Et j'ai trouvé cette approche très séduisante. Et une des raisons pour lesquelles j'ai quitté GSK, c'est que cette approche était abandonnée au fur et à mesure pour éviter le risque de parallèle trade, en fait, de commerce parallèle, en fait, ainsi de suite. Donc pour des intérêts, quelque part, je dirais purement, je dirais financiers, de se dire, voilà, on abandonne, je dirais, une stratégie qui est vraiment, je trouve, humaine, au profit d'une stratégie prix unique pour tout le monde, tu prends ou tu prends pas. C'est un peu ce qui a fait qu'au final, en fait, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment ma place dans ce monde-là? Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que l'industrie pharmaceutique est là uniquement pour faire du profit? Ou est-ce qu'il faut revenir aux fondamentaux, qui est celui du, je dirais, le bien-être de la population? Alors, tiens, je vais oublier ce slide. Il faut savoir aussi, pour ceux qui font carrière dans l'entreprise, l'entreprise n'est pas une démocratie. C'est un peu dommage que la Tunisie vient de commencer sa démocratie, et pour ceux qui vont rentrer dans l'entreprise, ce ne sera pas la démocratie. Et heureusement d'ailleurs, parce que imaginez 2 secondes que vous élisez votre patron. Ah, si un patron est élu, ça veut dire que pendant 3 ans, il va faire son travail, et que pendant 2 ans, il va vous séduire pour que vous l'élisez à nouveau. Donc il va augmenter les salaires, il va être sympa, et puis après il ne sera pas sympa pendant 3 ans, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et donc, en revenant sur ce qu'on a dit après, c'est que plus on monte, je dirais, dans la hiérarchie, et plus on a affaire à des communicants, la politique, en fait, c'est très politique dès qu'on arrive au sommet de la hiérarchie d'entreprise. Et là, en fait, il y a un mot de Platon qui dit que, en fait, les gens qui sont trop intelligents pour s'engager en politique sont punis en étant gouvernés par ceux qui le sont moins. Je trouve cette phrase-là assez intéressante parce qu'elle en dit long. Parfois, quand on voit des débats politiques, on se dit, mais si j'étais à leur place, je ne pourrais jamais dire ce qu'ils sont en train de dire. Voilà. Dites-moi si ce que je vous dis vous paraît complètement incohérent, enfin, parce que je vois des têtes un petit peu médusées. Enfin. Voilà, bon, alors, j'ai créé en fin 2006 une société, c'est stupide, simple. Les bonnes idées en général, c'est stupide, il ne faut pas avoir peur, simple et sexy, il faut que ça plaise. Qu'est-ce que je fais? Je vends de l'eau de mer. On pisse de l'eau de mer en Bretagne, on la met en flacon, on en fait du spray laser. Voilà. Voilà. On est combien? On est 3. On a combien de mètres carrés? 40, c'est tout. J'ai mis beaucoup de temps à avoir cette taille de 3 personnes, avec les bonnes personnes avec qui je travaille. Pourquoi? Parce que, en fait, je pense que c'est fondamental. C'est moins le cas pour vous, c'est plus le cas pour moi. Je viens de fêter mes 50 ans. Je n'ai pas envie d'être stressé. Et donc, je ne veux pas de problème. Donc, je travaille avec des gens que je connais, en qui je fais confiance, et qui me font confiance. Et je base ma société
sur la confiance, sur une relation où les gens, on est bien. Et s'il y a un problème, on en parle, mais en tout cas, on n'est pas là uniquement pour le profit, tout le monde, tout est transparent. Chacun a la clé du bureau, voilà, et que chacun se connaît. Et le but, c'est que ça marche et que ça fasse vivre. C'est quoi le but? Je veux dire, enfin, ça nous fasse vivre un petit peu, enfin, comme on souhaite, avoir le temps. Le temps, comme on l'a dit au début, c'est important. Avoir le temps pour ses amis, avoir le temps pour sa famille, avoir le temps pour ses enfants. Et donc, ce qui est très important, c'est que l'argent n'est pas une fin, mais un moyen. On ne va pas courir derrière l'argent. On est là, on en a un petit peu, voilà, ça va. Voilà. Et puis, le principal, c'est d'être serein. Souvent, avec des personnes, avant d'arriver là, je vais raconter une autre anecdote. C'est celle du banquier américain qui dit, au bout de 40 ans à Wall Street, en fait, se permet des vacances, il va à Saint-Domingue, donc il met son transat, il regarde la mer, il se repose. Et juste là, il y a un vendeur de poissons qui passe devant lui, et il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vends du poisson. Il dit, d'accord, et il commence à discuter avec lui. Il dit, mais tu fais ça tous les jours? Oui, tous les jours, je viens, je vends du poisson à des gens comme toi, à d'autres personnes qui sont là. Et pourquoi tu ne veux pas créer un magasin, acheter des filets de pêche, un bateau, peut-être que tu pourrais vendre plus de poissons? Pourquoi pas? Oui, c'est une idée. Il dit après, il y a quoi? Il dit après, tu peux avoir un premier magasin, un deuxième magasin, et alors il déroule le tapis à l'américaine en disant, voilà, après, tu as la multinationale qui fait le poisson, il dit, et alors, tu vas gagner beaucoup d'argent, et voilà, et tu vas être occupé à faire ceci, tu auras 1000 employés. Et après, tu pourras prendre des vacances. Il dit, pour faire quoi? Parce que je suis en train de faire maintenant. Voilà, donc en fait, ça ne sert à rien de faire tout ce chemin-là pour ce qu'il fait déjà. Donc, il faut être conscient de cette image-là à chaque fois qu'on entreprend quelque chose. Où est-ce qu'on veut aller? C'est important. Et là, il y a un mot que je dis souvent, c'est que, bon, c'est vrai que quand j'ai parlé tout à l'heure d'entrepreneurs désargentés, la vie, en fait, la part matérielle, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse dire qu'est-ce que je suis plutôt que qu'est-ce que j'ai. Parce que ce que je suis, ne peut pas me l'enlever. Ça, c'est très important. Ce que j'ai, eh ben, ça peut partir, on ne sait jamais. Alors, ce que je suis, le fait d'avoir voyagé, le fait d'avoir rencontré des gens, le fait de passer du temps en Amérique latine, j'ai fait des conférences un peu dans la brousse, c'était pour moi des instants merveilleux. C'est ce qui fait que ce qu'on est aujourd'hui et qu'on ne peut pas m'enlever. Enfin, voilà, c'est clair, c'est ce que je suis. Et c'est ça ce qui est le plus important. C'est l'idée que je souhaiterais véhiculer aujourd'hui et qui, avec un peu un trait d'humour, je vous rassure, je n'ai pas lu Lacan et que je n'ai pas eu de faire de longues séances de psychiatrie. Lacan est un psychiatre français du XXe siècle et enfin, c'est une des résumés de tout ce qu'il a écrit, c'est que la vie en fait se partage en fait un petit peu en trois, le réel, le symbole, l'imaginaire en fait, et que entre chaque partie, entre le réel et le symbole, il y a le rythme. Alors, par exemple, quand vous arrivez au bureau le matin, première chose qu'on fait, on allume l'ordinateur. Et bien, ça donne comme une stabilité. Parce que si ça ne s'allume pas et qu'on n'a pas ses emails, allez, ça peut ne pas être grave. Mais ce rythme-là donne de la stabilité. Entre le réel et l'imaginaire, c'est le rêve. Et entre l'imaginaire et le symbole, c'est le mythe. Et ce que Lacan disait, c'est que quand on fait la part des choses entre ces trois dimensions, le réel, le symbole et l'imaginaire, on arrive à une certaine stabilité. On peut être stable, équilibré dans sa vie. C'est important de faire cet, je dirais, équilibre entre sa part d'imaginaire, sa part de réel. On ne peut pas être dans le réel tout le temps, on peut être dans le symbole tout le temps, on peut être dans l'imaginaire tout le temps, et on fait équilibrer entre les deux. Je dirais que si on doit faire un parallèle, le réel, symbole, l'imaginaire, c'est professionnel, personnel et culturel.
qui pour moi sont 3 dimensions de stabilité. Pour avoir été dans des situations parfois complexes dans ma vie, c'est important de garder toujours, c'est comme un trépied. Hein. Donc si on perd un pied, on manque de stabilité, si on en perd 2, on manque beaucoup de stabilité. Donc si on a un job, et si on perd son job, ça déstabilise. Et dans ces cas-là, il faut surtout, je dirais, s'asseoir sur les 2 autres facteurs de stabilité, qui sont les facteurs personnels et culturels. Parce que le facteur personnel, c'est sa famille autour de soi, donc effectivement, il ne faut pas briser les liens à ce moment-là, parce que c'est ce qui nous donne de la force pour pouvoir supporter ce manque d'équilibre quelque part. Et il ne faut surtout pas dire « je m'en fous de tout, je vais aller ailleurs ». Parce que, quand, je dirais, le culturel est important quand vous êtes dans un endroit où vous connaissez les gens, vous partagez les valeurs, vous connaissez la culture, et bien, vous vous sentez bien. Et si on vous met dans un endroit au Groenland, où le climat n'est pas son climat, la nourriture, c'est pas sa nourriture, ben c'est un facteur déstabilisant. Donc il faut un peu de ces 3, et faire attention à ces 3 dimensions tout le temps pour garder un tant soit peu la stabilité. Sur un trait d'humour, pas un trait d'humour, mais c'est la réalité, enfin, c'est ce que disait Lacan. Le P au milieu, c'est le phallus. Et le phallus disait que si on arrive à faire l'équilibre entre les 3 dimensions, on est quelqu'un de phallique. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut supporter les différents événements parce qu'on a la connaissance de ces 3 dimensions. Et le phallus s'oppose au pénis, en fait. Le pénis, c'est le pouvoir de la baguette. Et le pouvoir de la baguette, c'est effectivement, j'espère qu'il n'y a pas de militaires dans la salle, c'est effectivement les gens qui sont dans une seule dimension, ben voilà, et qui n'ont pas cette capacité à prendre de l'ampleur, qui sont dans leur pouvoir, qui est unilatéral, et qui n'ont qu'une seule dimension à leur répertoire. C'est un peu dommage. Voilà, donc je m'arrêterai là-dessus. Désolé de terminer sur une connotation sexuelle, mais effectivement, voilà, je pense que ça peut exprimer un petit peu les 20, depuis 1988, voilà, les 25 dernières années de mon expérience et de ce que j'en ai retiré. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.